Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast du tutorat des externes. Ce podcast concerne l'item 245 sur l'insuffisance surrénalienne de l'adulte et de l'enfant. Il est tiré des référentiels R2C des collèges de pédiatrie et d'endocrinologie. Ce podcast sera divisé en 4 parties. Nous aborderons tout d'abord des rappels de physiopathologie afin de mieux comprendre cet item. Puis nous évoquerons l'insuffisance surrénalienne lente. Ensuite, l'insuffisance surrénalienne aiguë. Et pour finir, nous verrons les particularités de cette pathologie en pédiatrie. Pour commencer, rappelons que la surrénale est divisée en 2 parties, la corticale et la médulaire. La médulaire produit l'adrénaline sous l'effet du système sympathique et de l'acétylcholine, tandis que la corticale produit des glucocorticoïdes tels que le cortisol, des minéralocorticoïdes tels que l'aldostérone et des androgènes tels que le DHEA. Les hormones produites par la corticosurrénale sont sous la dépendance de 2 systèmes hormonaux. Premièrement, l'aldostérone est sous le régime du système rénine-angiotensine-aldostérone, dont l'objectif est l'excrétion de potassium et la rétention hydrosodée. Ce système ne dépend en aucun cas de l'hypophyse et de l'hypothalamus. A contrario, pour ce qui est des androgènes et du cortisol, ils dépendent de la production de CRH par l'hypothalamus, qui va provoquer la production de POMC par l'hypophyse. Cette POMC, ou pro-opio-lanocortine, est le précurseur de 2 hormones qui sont l'ACTH et la MSH. L'ACTH va ensuite agir sur le cortex surrénalien afin de produire des glucocorticoïdes et des androgènes, tandis que la MSH sera à l'origine de la production de mélanine. Pour finir ce rappel de physiopathologie, parlons un peu des effets de ces différentes hormones. Le cortisol, tout d'abord, est une hormone pléiotrope, c'est-à-dire qu'elle fait effet sur de très nombreux organes. Pour faciliter la compréhension, nous retiendrons que le cortisol est à l'origine d'une activation du métabolisme, avec une stimulation de toutes les voies métaboliques telles que la néoglucogénèse, le catabolisme protidique, la lipogénèse, etc. Le cortisol possède aussi une activité anti-inflammatoire et antipyrétique, ainsi qu'un minime effet minéralocorticoïde, mais qui est surtout présent à forte dose. L'aldostérone, quant à elle, minéralocorticoïde bien plus prononcé. Cet effet est à l'origine d'une rétention hydrosodée ainsi que d'une excrétion de potassium. Maintenant, nous allons désormais aborder la question de l'insuffisance surrénalienne lente ou chronique de l'adulte. Il s'agit d'une pathologie rare qui touche une personne sur 10 000. Il faut distinguer les 2 types d'insuffisance surrénalienne chronique. La primaire, que l'on appelle aussi quelquefois la maladie d'Addison, qui regroupe toutes les causes de déficit d'origine surrénalienne. Ainsi, il y aura un déficit de toutes les hormones produites par la surrénale, c'est-à-dire cortisol, androgène et aldostérone. Ce déficit total entraînera une absence de rétrocontrôle négative sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, à l'origine de la conservation de la production d'ACTH qui se retrouvera anormalement élevée. Il faut opposer cette insuffisance surrénalienne primaire avec l'insuffisance surrénalienne centrale, que l'on appelle parfois aussi insuffisance corticotrope, puisque la production d'aldostérone sera conservée étant donné que cette dernière ne dépend pas de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Le déficit, dans ce cas, provient d'un défaut de production d'ACTH qui sera basse, ce qui est différent de l'insuffisance surrénale primaire. Maintenant, parlons un peu des signes cliniques et biologiques de l'insuffisance surrénalienne chronique. On retrouve de manière quasiment constante une altération de l'état général avec asthénie, anorexie et perte de poids. On retrouve aussi, dans plus de 90% des cas, une hypotension orthostatique avec tachycardie, traduisant la déshydratation extracellulaire. On peut retrouver aussi des troubles digestifs très fréquents, ainsi que des altérations de la pigmentation de la peau qui dépendront de l'origine centrale ou primaire de l'insuffisance surrénalienne. En effet, en cas d'insuffisance surrénalienne centrale, l'ACTH étant normale ou basse, le teint sera pâle par déficit en mélanine, tandis que si l'insuffisance surrénale est primaire, l'ACTH étant élevé, il y a une surproduction de mélanine à l'origine d'une mélanodermie. Pour ce qui est des signes biologiques d'insuffisance surrénalienne, on peut retrouver une hypoglycémie qui sera plus marquée en cas de forme primaire ou chez l'enfant par déficit en cortisol, des anomalies de l'hémogramme dues à la carence en cortisol à type d'anémie normochrome normocytaire par carence en EPO, de leucopénie par excès de marginalisation des polynucléaires neutrophiles, ainsi qu'une hyperéosinophilie.
on retrouvera une tendance à l'hyponatrémie par deux mécanismes différents. Soit par perte de sel par déficit d'aldostérone dans le cas d'une insuffisance surrénale primaire, soit par dilution lors d'une insuffisance surrénale centrale, puisque le cortisol effectue un rétrocontrôle négatif sur la production d'ADH. Ainsi, cette dernière se retrouve augmentée par carence en cortisol. Maintenant, parlons des méthodes diagnostiques de l'insuffisance surrénalienne. Elles reposent premièrement sur deux dosages, le cortisol sanguin et l'ACTH, qui doivent être mesurés à 8 heures, car il s'agit du moment donné où ces hormones sont à leur plus haute concentration dans le corps. Ainsi, un cortisol inférieur à 5 microgrammes par décilitre, c'est-à-dire 138 nanomoles par litre, permet d'affirmer une insuffisance surrénale. Nous regarderons ensuite si l'ACTH est élevé, qui signera une insuffisance primaire, ou si elle est normale ou basse, qui montrera une insuffisance corticotrope. Si le cortisol est supérieur à 18 microgrammes par décilitre, c'est-à-dire 500 nanomoles par litre, on peut affirmer qu'il n'y a pas d'insuffisance surrénalienne. Ainsi, il persiste une zone d'ombre si le cortisol est entre 5 et 18 micromoles par décilitre. Pour éclaircir cette situation, on effectue un test au synactène. Le synactène est le tétracosactide, qui est un analogue synthétique de l'ACTH, qui est donc censé, dans des conditions physiologiques, provoquer la production de cortisol. Ainsi, si lors du dosage de la cortisolémie à 30 minutes après l'injection de synactène est inférieur à 18 microgrammes par décilitre, il y a une insuffisance surrénalienne. Si le cortisol à 1 heure est supérieur à 18 microgrammes par décilitre, on peut éliminer une insuffisance surrénalienne primaire. Par contre, en cas de très forte suspicion d'insuffisance corticotrope, il faudra malgré tout réaliser un test supplémentaire qui s'appelle l'hypoglycémie insulinique. En effet, l'insuffisance corticotrope, c'est-à-dire l'insuffisance surrénalienne centrale, provoque de manière chronique une atrophie du cortex surrénalien, qui est à l'origine du déficit de cortisol. On comprend donc que cette atrophie n'est pas présente lors d'une insuffisance d'installation récente ou partielle, rendant le test au synactène faussement normal. Maintenant, nous allons aborder les différentes étiologies des insuffisances surrénaliennes chroniques. On retrouve chez l'adulte, dans plus de 80% des cas, une origine auto-immune, qui peut être liée à la plupart des maladies auto-immunes telles que la thyroïdite, le diabète de type 1, les insuffisances ovariennes précoces, la maladie de Birmer, les maladies cœliaques, le vitiligo, etc. Cette étiologie est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. On retrouve très souvent des antécédents familiaux, mais par contre, il s'agit d'une cause beaucoup plus rare chez l'enfant. La tuberculose bilatérale des surrénales peut aussi être à l'origine d'une insuffisance surrénalienne dans environ 10% des cas en Europe. Le scanner montrera ainsi des surrénales à la phase initiale augmentées de taille, puis atrophiées et calcifiées. Lors d'une infection par le VIH, on peut avoir une insuffisance surrénalienne à cause d'infections opportunistes, d'une pathologie maligne telle qu'un lymphome, ou encore à cause des antiviraux. Des métastases bilatérales peuvent aussi être à l'origine de cette insuffisance. L'une des principales causes d'insuffisance surrénalienne centrale est le sevrage d'une corticothérapie prolongée. Ce dernier est possible dès lors qu'il y a un traitement par corticoïde de plus de 3 à 4 semaines à dose supérieure de 30 mg d'équivalent hydrocortisone, c'est-à-dire plus de 7 mg de prednisone. Cette insuffisance survient dès lors où l'on passe en dessous de 5 mg de prednisolone par jour. Maintenant, nous allons aborder la question du traitement de l'insuffisance surrénale chronique. Il est à noter un point très important, c'est que ce traitement doit avoir débuté sans attendre le résultat des dosages hormonaux. Le traitement consiste en la substitution aux hormones déficientes, c'est-à-dire par la prise de glucocorticoïdes à type d'hydrocortisone, 15 à 25 mg par jour, en 2 à 3 prises, celle du matin étant plus élevée pour respecter le cycle physiologique du cortisol. Il s'agit du seul traitement substitutif nécessaire en cas d'insuffisance surrénalienne centrale. Par contre, en cas d'insuffisance surrénalienne primaire, il faudra substituer la carence en minéralocorticoïdes par de la fludrocortisone à la dose de 50 à 150 microgrammes par jour, mais cette fois-ci en une seule prise. L'éducation thérapeutique du patient est un volet essentiel de la prise en charge des insuffisants surrénaliens chroniques. En effet, ces derniers doivent posséder une carte renseignant leurs conditions, être initiés aux situations d'urgence, c'est-à-dire qu'en cas de
troubles de la conscience, de plus de 2 vomissements ou 2 diarrhées en moins d'une demi-journée, les patients doivent s'administrer de l'hydrocortisone en sous-cutané à la posologie de 100 mg et avoir été formés à ce geste. Les patients doivent aussi recevoir des conseils par rapport à l'adaptation de leur dose dans les situations particulières telles que l'exercice, le stress, les voyages, la chaleur. Ainsi, il est recommandé de donner des consignes simples d'adaptation des posologies aux patients. Par exemple, un patient prenant un comprimé d'ordinaire d'hydrocortisone le matin et le midi devra prendre immédiatement 2 comprimés, puis 2 comprimés matin, midi et soir pendant 2 à 3 jours. Le patient devra aussi savoir qu'il doit suivre un régime normosodé, proscrire les laxatifs et les diurétiques et que ce traitement est à suivre tout au cours de sa vie, sauf dans de rares cas où l'on peut prouver la récupération fonctionnelle de l'axe hypophyso-surrénalien. La surveillance au long cours de ces patients est essentiellement clinique, c'est-à-dire que l'on recherchera l'asthénie, qui est non spécifique, le poids, les modifications de pression artérielle, ainsi que les signes de surdosage d'hydro ou de fludrocortisone. Biologiquement, il faudra vérifier la normalité de l'ionogramme sanguin. Maintenant, nous allons aborder la question de l'insuffisance surrénale aiguë, qui est une pathologie très grave qui engage le pronostic vital du patient. Il faut l'évoquer devant un tableau clinique d'emblée très aigu, qui comporte une déshydratation extracellulaire avec un pli cutané, une hypotension qui peut aller jusqu'à l'état de choc, des confusions ou des crises convulsives qui sont dues à l'hypoglycémie et ou à l'hyponatrémie, des troubles digestifs, des douleurs diffuses, en particulier musculaires ou des céphalées, et une fièvre plus ou moins intense. Sur le plan biologique, on retrouvera une hypoglycémie plus ou moins profonde, une acidose métabolique, une anémie avec hyperlymphocytose et hyperinocéophilie, ainsi qu'une hyponatrémie par les 2 mécanismes vus précédemment. Dans le cas d'une insuffisance surrénale primitive, on retrouvera en plus de ces signes-là une hypercalémie, une hémoconcentration et une insuffisance rénale fonctionnelle par déshydratation extracellulaire. Le diagnostic est fait de la même manière que pour l'insuffisance surrénale chronique, avec un dosage du cortisol et de la CTH, quelle que soit l'heure, et on commence à traiter sans attendre les résultats. Les étiologies de cette insuffisance aiguë sont dominées par la décompensation de l'insuffisance surrénalienne chronique, à l'occasion d'une pathologie intercurrente ou spontanément. L'insuffisance surrénalienne aiguë peut aussi être révélatrice d'un bloc enzymatique surrénalien, notamment 21-hydroxylase que l'on détaillera tout à l'heure, ainsi que lors d'hémorragie bilatérale des surrénales ou d'apoplexie hypophysaire. Le traitement de l'insuffisance surrénalienne aiguë, maintenant, est une urgence extrême. Il peut être débuté au domicile par le patient par l'administration de 100 mg d'hydrocortisone IV ou IM, ou à défaut en sous-cutané, suivi d'un transfert médicalisé en milieu hospitalier. À l'hôpital, il faudra corriger l'hémodynamique et les troubles hydroélectrolytiques du patient par remplissage par du NaCl à 0,9%, ainsi que d'un soluté glucosé afin de corriger l'hypoglycémie. Attention, il faut proscrire la supplémentation potassique car il y a une hypercalémie dans la plupart des cas. Il faut aussi et surtout apporter à ces patients de l'hydrocortisone avec une dose initiale de 100 mg qui peut avoir été commencée en préhospitalier par le patient. Ensuite, il faut continuer cette dose de charge par 100 mg par 24 heures en perfusion IVSE ou à défaut 25 mg en IV ou IM toutes les 6 heures. Ainsi que bien évidemment, traiter le facteur déclenchant si possible. Le patient devra être placé sous surveillance étroite, scopé, refaire un ionogramme toutes les 4-6 heures et surtout faire attention au rythme cardiaque de l'hypercalémie importante. Afin de prévenir ces situations d'insuffisance surrénalienne aiguë, il est possible de proposer un traitement substitutif en cas de chirurgie aux mêmes doses que décrit précédemment, suivi d'un traitement par hydrocortisone PEROS en triplant les doses pendant plusieurs jours, auquel il faudra adjoindre un traitement par fludrocortisone lorsque l'insuffisance surrénale est primaire et que les doses d'hydrocortisone sont inférieures à 50 mg par jour. Pour finir ce podcast sur l'insuffisance surrénalienne, nous allons parler des spécificités pédiatriques de cette pathologie. Tout d'abord, il faut distinguer cette pathologie chez le nouveau-né et le petit enfant qui sera principalement primaire et d'origine génétique, tandis que chez le grand enfant, la cause la plus fréquente sera l'insuffisance corticotrope acquise après le sevrage brutal d'une corticothérapie prolongée. Les signes cliniques sont globalement similaires à ceux de l'adulte, en dehors de certaines particularités telles que
L'hypoglycémie bien plus profonde que chez l'adulte, en particulier lorsque l'insuffisance est aiguë ou lorsqu'elle est chronique, la présence d'hypoglycémie lors de stress. Les troubles digestifs sont plus marqués que chez l'adulte, à type de nausées, vomissements, diarrhée, mais surtout l'insuffisance surrénale aiguë est souvent le mode de découverte de blocs enzymatiques que nous allons détailler par la suite et provoque comme signe clinique des convulsions, de l'hypotonie, une hypoglycémie très profonde, un ictère cholestatique persistant. Le diagnostic se fera de la même manière que pour l'adulte, c'est-à-dire en dosant l'ACTH et le cortisol à 8 heures pour l'insuffisance chronique et à n'importe quelle heure pour l'aigu, auquel il est intéressant de rajouter le dosage de la rénine, qui sera élevé en cas d'insuffisance surrénale primaire. Parlons désormais des étiologies de l'insuffisance surrénale chez l'enfant. En particulier, commençons par les causes du nouveau-né et du nourrisson qui sont dominées de très loin par les hyperplasies congénitales des surrénales. Ces dernières désignent des déficits en enzymes qui ont un rôle dans la production des stéroïdes, ce dernier étant autosomique récessif. Le déficit le plus fréquent est celui en 21-hydroxylase dans la forme classique, qui représente plus de 95% des hyperplasies congénitales. Il touche un nouveau-né sur 15 000 et est dépisté de manière obligatoire par le test de Guthrie en néonatal, avec un dosage de la 17-OH progestérone sur papier buvard. Cette dernière sera très élevée par blocage enzymatique de la production de l'aldostérone et du cortisol, qui vont provoquer par réaction un excès de production d'androgène. Cela va se manifester par une insuffisance surrénale néonatale, souvent dès la première semaine de vie, ainsi que des anomalies des organes génitaux externes, mais uniquement chez la fille, à type d'hypertrophie clitoridienne. D'autres causes beaucoup plus rares peuvent se voir chez le nouveau-né et le nourrisson, telles que l'hypoplasie congénitale des surrénales, d'origine génétique, ou un déficit corticotrope associé à d'autres déficits anti-hypophysaires. Chez le grand enfant, on pourra retrouver des atteintes auto-immunes qui vont être à l'origine d'insuffisance surrénale primaire ou de l'insuffisance corticotrope liée à un sevrage brutal d'une corticothérapie au long cours, péros ou inhalée. Le traitement de l'insuffisance surrénalienne de l'enfant est superposable à celui de l'adulte, c'est-à-dire pour une situation aiguë, un remplissage au sérum physiologique avec un relais hydratation IV par sérum glucosé à 5 ou 10% enrichi en NaCl, ainsi qu'un traitement par hémisuccinate d'hydrocortisone en intramusculaire ou intraveineux. Pour l'insuffisance surrénalienne chronique, on aura recours à un traitement par hydrocortisone péros en 2 à 4 prises par jour, un traitement par fludrocortisone péros en 1 à 2 prises par jour, seulement en cas de déficit en minéralocorticoïdes dans le cadre d'une insuffisance surrénalienne primaire, ainsi qu'une supplémentation sodée pendant les premiers mois de vie afin de pallier à l'hyponatrémie, soit par dilution, soit par excès de perte en sel. La surveillance est aussi similaire à celle des adultes, à laquelle on peut rajouter l'apparition de signes d'hyperandrogénie au long cours pour le déficit en 21-hydroxylase, ainsi que le dosage de la rénine ajouté au ionogramme de surveillance. L'adaptation des doses suit le même schéma que pour les adultes avec, en cas de stress, de fièvre ou de chirurgie, un doublage ou un triplage des doses pendant le temps de l'épisode avant de reprendre des doses habituelles. Et voilà, c'est la fin de ce long podcast sur l'item 245, insuffisance surrénalienne de l'adulte et de l'enfant. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis d'apprendre un peu plus sur cette pathologie. À bientôt pour de nouveaux podcasts avec le tutorat des externes.